Anne-Gaëlle Attias a grandi en France dans une famille séfarade originaire du Maroc, proche du milieu consistorial. Journaliste pendant une vingtaine d'années, elle a longtemps travaillé pour France 3 avant de décider de s'orienter vers le rabbinat. Elle s'est alors formée au Zacharias Frankel College à Potsdam, en Allemagne, un séminaire rabbinique du courant Massorti. Ordonnée rabbin en 2022, Anne-Gaëlle est devenue rabbin de Judaïsme en mouvement. Elle officie dans la communauté de Toulouse. Bienvenue à tout le monde dans ce temple pour Anne-Gaëlle Attias, rabbin. Je ne dis pas rabbi maintenant, je dis rabbin. Merci à toutes les personnes qui sont venues, les communautés chrétiennes, la communauté musulmane avec ça va être un temps d'échange donc pour mieux connaître un petit peu ce parcours de rabbin femme. Alors c'est pas pour faire du féminisme, oui c'est atypique. Donc je sais que tu as répété ça des centaines de fois. Tu te plies à l'exercice. Nous sommes ta dernière activité avant ton départ au Maroc demain, Vénarde. Et elle emporte le soleil avec elle demain. Voilà, l'enfant du pays retourne au bled, c'est ça? Voilà, l'enfant du pays retourne au bled. Nous aurons un temps d'échange à la fin de toute la partie, entre guillemets, didactique, où on va poser des questions. Un temps d'échange plus personnel, où les uns et les autres pourront poser des questions plus personnelles, plus précises, pour un éclairage, et ça viendra en fin de temps. Alors pourquoi? Déjà merci à Gaëlle. Merci de m'accueillir. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu, parce que tu as eu une vie professionnelle avant, tu n'es pas né rabbin, et tu n'as pas été que rabbin. Tu as fait un métier particulier, et j'aimerais que tu nous parles un petit peu, voilà, comment un jour on arrive à être un rabbin quand on est une femme, et qu'on n'est pas forcément destiné à être un rabbin de par ton sexe. Voilà, j'étais carrément pas destinée à être rabbin. Pourquoi? Parce que je suis née dans une famille juive, séfarade, du Maroc. Et en France, la plupart des juifs séfarades sont ce qu'on appelle de culture consistoriale, orthodoxe. C'est donc une branche du judaïsme majoritaire en France, pour qui les femmes n'ont pas vocation ni à être rabbin, ni à prendre une part active dans la partie cultuelle. La prière publique est assumée par les hommes, tandis que les femmes ont un rôle plus domestique, plus intérieur, dans le judaïsme type orthodoxe. Donc moi, je viens de ce milieu-là. J'ai grandi en France dans les écoles juives du consistoire. Donc femme rabbin, ce n'est absolument pas une option. Je ne savais même pas que ça pouvait être possible, que ça existait. Comme je suis un peu rebelle, j'ai très vite quitté l'école et j'ai fait une carrière de journaliste, de reporter sur le tas, à la télévision pendant 20 ans. Jusqu'à la quarantaine. J'ai fait ma petite crise de la quarantaine. Et là, je me suis dit, bon, ça sert à quoi tout ce que je fais? Et je suis revenue finalement à ce qui me faisait envie quand j'étais à l'école juive, quand j'étais toute petite. Je regardais les garçons faire la prière et je me disais, mais pourquoi moi je ne peux pas faire la même chose? Pourquoi moi je ne peux pas diriger l'office? Pourquoi moi je ne peux pas faire ci? Pourquoi moi je ne peux pas faire ça? Puis à l'époque, la seule réponse qu'on donnait, c'est comme ça. Puis en grandissant, j'ai découvert des mouvements dits modernistes qui permettaient l'égalité homme-femme. Et à plus de 40 ans, j'ai décidé d'arrêter la télévision et de m'inscrire au séminaire rabbinique. Voilà. Et ensuite, parce que tu t'inscris au séminaire, donc tu te fais 6 ans d'études. Comment on fait pour vivre? Et est-ce que c'est bon? Donc tu n'as pas fait tes études en France, d'accord? Donc il n'y avait pas de possibilité en France. J'aurais adoré, mais il n'y avait pas de possibilité. Et partant de là, comment on fait donc?
Alors, l'avantage de faire des études d'art, c'est qu'on a un petit peu de bouteille et de maturité. Donc on s'organise. Moi, j'étais un reporter qui s'était fait sur le tas, donc il fallait que j'acquière des diplômes universitaires que je n'avais pas. Je commençais à aller travailler à la télévision, à changer d'édition. J'étais au service politique, je suis passée à l'édition de la nuit. Parce qu'en étant à l'édition de la nuit, je pouvais le jour aller à la fac pour avoir des diplômes universitaires pour pouvoir ensuite rentrer au séminaire à Munich. Donc j'ai vraiment construit le parcours. Et puis après, c'est le système. J'ai eu la chance d'être à France Télévisions dans une grande entreprise. Donc les comptes d'épargne-temps, les vacances pas prises, on met de côté, les économies de 20 ans de travail. Et on se lance. Maintenant, je pense que tous ceux ici, peut-être certains d'entre vous, ont déjà vécu une nouvelle vie, un changement professionnel. Et il faut juste en fait réaccepter un moment de redevenir adolescent. Le plus dur, c'est ça. Vous étiez adulte, vous aviez un salaire, vous étiez considéré comme quelqu'un de socialement actif, et du jour au lendemain, vous ne payez pas d'impôts, vous n'avez pas de salaire, vous n'avez plus de métier, vous devez demander la permission au prof pour sortir au milieu du cours, pas pour aller faire pipi, mais pas loin. Vous avez quelqu'un de 25 ans moins de vous qui vous explique que vous n'avez pas rendu votre devoir. Et là, vous dites, bon, il faut accepter ça pendant 6 ans. Donc ça, c'est quand on se reforme, voilà, c'est accepter de repartir de zéro. Mais je regarde. Oui, c'est un peu ça, oui. Tout à l'heure, on a échangé, et j'aimerais que tu puisses partager. Contrairement à la tradition plus chrétienne, et je ne sais pas, peut-être l'islam, il n'y a pas de notion d'appel. Alors, le rabbin, contrairement, on va comparer au curé catholique. Le curé catholique, c'est un intermédiaire, on va dire, entre Dieu et le fidèle, intercession. Le rabbin, c'est un enseignant. Rav, ça veut dire beaucoup en hébreu. Donc, et rabbin, prétentieux de dire ça, celui qui sait beaucoup. Le titre vient poser une qualification, vient poser un savoir. Le rabbin n'est pas plus proche de Dieu qu'un fidèle. Le rabbin n'est pas forcément une meilleure personne. On doit faire peut-être un peu plus attention à ce qu'il fait parce qu'on le regarde. Mais pas besoin d'être rabbin pour être religieux. Le rabbin, c'est d'abord quelqu'un qui a un certain nombre de savoirs, et ensuite il va être employé par la communauté pour mettre en œuvre ce savoir, pour prendre des décisions d'ordre aussi parfois juridique, parce que la loi juive a un aspect parfois aussi un peu juridique à trancher, et pour conseiller et guider la communauté. Mais est-ce que moi je peux donner le pardon? Souvent, quand j'enseigne à des chrétiens ou à des catholiques qui me demandent ça, est-ce que je peux donner le pardon? Non. Je peux expliquer comment dans le texte, on nous dit qu'il faut faire pour obtenir le pardon de Dieu. Pour faire teshuva, pour faire le repentir. Mais je ne peux pas garantir à quelqu'un qu'il sera pardonné. Je ne sais pas, je n'ai pas le 06 du bon Dieu. Moi. Ce serait bien. J'aimerais que tu nous parles, alors c'est très pratico-pratique, mais quand même. Cette kippa. Ouais. Est-ce que toutes les rabbins femmes la portent? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, la kippa dans le judaïsme dit traditionnel, orthodoxe, elle n'est portée que par les hommes. La kippa, il faut savoir que ce n'est pas un commandement. Au début, c'était tout simplement une manière de montrer qu'il y a quelque chose au-dessus de la tête. J'admets que je ne suis pas la finalité en soi et qu'il y a plus puissant que moi. Paul. Les traditionnalistes, les orthodoxes, on va dire, vont dire non, mais les femmes, elles n'ont pas besoin de ça, elles sont naturellement humbles. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'était peut-être vrai à une certaine époque où les femmes étaient tellement tenues en dehors de toute forme de responsabilité ou de vie publique, qu'effectivement,
effectivement, peut-être, elles étaient naturellement plus humbles, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, les filles et les garçons, on est élevés pareil, heureusement. Et donc, voilà. Donc, est-ce que c'est obligatoire pour les femmes non orthodoxes, on va dire libérales, modernistes? Non, pas du tout. J'ai beaucoup de collègues qui n'apportent pas. Est-ce qu'elles ont la possibilité de le porter? Oui, c'est une différence entre le judaïsme orthodoxe et le judaïsme moderniste. C'est la possibilité des femmes, pour les femmes d'utiliser et de porter les objets cultuels qu'elles souhaitent. Donc tu as tes diplômes, très bien. Et après, comment tu fais pour devenir rabbin dans une communauté? Alors, en fait, à l'issue des études rabbiniques, on a ce qu'on appelle une asmara, une smicha. Ça vient du mot apposer. Et en fait, on n'appose plus vraiment les mains, ça se faisait à l'époque à Jérusalem, on ne fait plus comme ça. C'est 3 rabbins qui viennent reconnaître que tu as les compétences et que tu peux être rabbin. Et après, on n'a pas, nous, d'organisation centralisée, comme l'Église. Donc après, je pense un peu comme les musulmans. C'est à chaque rabbin de trouver la communauté qui va vouloir l'employer. Tout simplement. Moi, j'ai eu la chance de faire mes stages à Toulouse, dans une communauté libérale qui cherchait un rabbin. Donc je me suis investie et très vite, je savais que j'allais rester. Et la réception des gens? Oula, très variable. En fait, il y a toujours un effet de surprise quand on est femme et rabbin. Dans les deux sens. Il y a ceux qui pensent que parce que vous êtes une femme rabbin, vous êtes forcément génial. Enfin, vous êtes une femme rabbin, vous êtes un rabbin comme un autre. Donc ils pensent que vous allez faire des choses forcément créatives, hors du commun, limite faire l'office les pieds à l'envers, pour être original. Voilà, il ne faut pas que vous soyez un rabbin normal, puisque vous êtes une femme rabbin, vous n'avez pas le droit d'être un rabbin normal. Vous savez qu'ils sont très déçus avec moi, parce que je suis très basique en fait. Et à l'inverse, il y a ceux qui n'arriveront jamais à passer au-dessus du fait que vous êtes une femme. Moi, pour vous faire rire, ça m'est arrivé d'arriver quand j'étais étudiante, je m'emplaçais dans des synagogues, et lire la Torah, j'ai mis dans le rouleau de la Torah, là où il y a le Pentateuque, mais c'est écrit à la main, de manière un petit peu compliquée, sans voyelles. C'est un peu technique de lire dans la Torah, et je commence à ouvrir le rouleau, et j'ai un monsieur qui vient derrière moi et qui me dit si vous voulez, je vous aide, ne vous inquiétez pas. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses, mais généralement, dans les communautés modernistes, l'accueil est bienveillant. L'accueil est bienveillant. Après, pour moi, la vraie victoire, ça sera quand ça ne sera pas un sujet, en fait. Il ne faut pas que ça soit un sujet. Et pratiquement, tu ne peux pas te présenter dans une communauté orthodoxe. Non, c'est impossible, tout simplement. Mais là, il faut comprendre. Moi, je ne leur veux pas du tout. Chaque courant a son rapport à la loi juive. Là, ce qu'on appelle la halakha. Si vous appliquez la halakha de manière orthodoxe, effectivement, une femme n'est pas soumise à l'obligation de prière et dès lors, elle ne peut pas acquitter les publics de la prière. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. C'est comme si vous voulez, vous ne pouvez pas me donner une procuration de vote si je n'ai pas moi-même le droit de vote. C'est pareil, c'est une mauvaise métaphore, mais c'est à peu près le même système. Si vous voulez. La femme n'étant pas soumise au commandement de la prière qui est lié au temple pour plein de raisons, elle ne peut pas acquitter les 3 prières journalières, les hommes. D'autres arguments peuvent être donnés, comme par exemple le fait que la voix des femmes serait de nature, selon-il qu'elle est herva, qu'elle serait nudité. Bon, tout ça est écrit dans le Talmud, qui ne date pas d'avant-hier. Nous, on estime, en tant que juifs modernistes, que ces choses-là ont évolué, que ce qui n'était pas possible hier est possible aujourd'hui. D'autres décident que parce que c'est dans nos textes initiaux, on ne peut pas en bouger. La différence, elle est là. Donc il est tout à fait normal que pour un juif consistorial, pour un juif orthodoxe,
je ne puisse pas être rabbin. Dans la manière qu'il conçoit la loi, c'est juste pas possible. Ou alors je peux être rabbin, mais je ne peux pas faire l'office. Je peux être rabbin, plutôt ce qu'on appelle les rabbins orthodoxes. Ce sont des femmes et potes qui vont donner des cours et qui ne vont pas activement participer au culte. Et alors, il y a quelque chose qui vraiment, que je voudrais que tu nous partages, parce que chaque fois que je t'ai appelé, tu étais en voiture. Donc bon, il y a du temps, parce que tu es sur la route, donc on a pu se parler longuement. Le quotidien d'un rabbin, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Alors, ça dépend des rabbins. Moi, mon quotidien est celui d'un rabbin de campagne, j'ai envie de dire. Très itinérant, ce n'est pas le cas de tous les rabbins. Vous avez des rabbins qui sont en poste dans des grandes synagogues, et leur quotidien, c'est d'aller à la synagogue tous les jours, de recevoir les gens comme un pasteur, mariage, enterrement, bar mitzvah, rendez-vous pastoraux, office, voilà, cours de conversion, et ceux-là, ils sont relativement stables géographiquement. Parce qu'ils sont dans des grandes villes, les fidèles viennent à eux, et puis voilà. Et puis il y a d'autres, des rabbins, pour moi, qui sommes dans des villes de région, où, moi, je suis habitant à Toulouse, habitant à Paris, et où parfois il y a des juifs isolés, qui vivent dans des villages, qui vivent dans des campagnes un peu éloignées, où ils sont très isolés. Ceux-là, il faut quand même se déplacer, ne serait-ce que pour les enterrements. Et effectivement, ceux-là souvent n'ont pas de synagogue dans les environs. Je crois qu'ici, à Lyon, vous n'avez pas de synagogue. Donc je pense qu'ici, si un juif a besoin de quelque chose, il doit s'adresser au rabbin de Montpellier, lequel, à mon avis, doit faire 1h30 pour venir. Donc moi, tout simplement, c'est souvent ce qui m'arrive, c'est-à-dire que j'ai quasiment toute l'Occitanie à couvrir. Plus le fait que mon passé de reporter fait que j'ai toujours pris ma valise facilement. Donc je vais aussi, il m'arrive d'aller... je suis allée enterrer à Limoges, je suis allée enterrer malheureusement dans des endroits où dans le cimetière, il y avait une tombe juive. Une fois, je suis arrivée dans des pompes funèbres, comme ça, dans un village, comme c'était dans la Creuse. J'ai vu monsieur les pompes funèbres, je dis bonjour monsieur. Tiens, vous savez, j'ai enterré un juif une fois. Je dis ah bon? C'était il y a combien de temps? Il dit c'était il y a 30 ans. Je dis ah bon? Il dit oui, c'était le mari de la dame. Voilà. Et en 30. Donc tu ne vas pas mettre une synagogue et un rabbin dans un endroit où il y a un juif tous les 30 ans. Dans ton quotidien, moi, il y a quelque chose qui m'a fascinée. C'est quand tu pars à la recherche, quand tu fais inspecteur trouve-tout, et que tu arrives à prouver la judéité de quelqu'un. Alors, quand on y arrive, on est content, mais on n'y arrive pas toujours. Alors, explique-nous comment tu fais. Déjà, il faut comprendre un truc. Le judaïsme, est-ce que c'est une religion, selon vous? Alors, on peut faire de l'interactif. Est-ce que le judaïsme est une religion? Qui vote oui? Ok. Est-ce que c'est autre chose qu'une religion? Ok. Est-ce que je peux être juif et ne pas croire en Dieu? Oui. Alors, la particularité du judaïsme, c'est que c'est à la fois un peuple et une religion. C'est les deux. Donc, est juif, selon la loi juive à la règle au sens strict, celui qui est né de mère juive ou qui s'est converti. Chez les modernistes, chez une partie des modernistes, pas tous, on accepte aussi les enfants de pères juifs élevés dans le judaïsme. Mais c'est une partie seulement des modernistes. Donc, on va dire globalement, est juif celui qui est de mère juive ou qui se convertit. Si vous êtes né de mère juive, comme c'est mon cas, j'ai jamais choisi d'être juif. Je suis née juive, c'est comme ça. J'aurais pu me convertir, peut-être, mais pour le rabbin du coin, il me dirait, pour moi, tu es toujours juif. Ça ne s'enlève pas. À partir de là, la vie faisant, surtout en Europe, avec les guerres, il y a eu des familles où le judaïsme s'est perdu. Parce que, Seconde Guerre mondiale, parce que les
dames ont épousé des messieurs non-juifs, qui eux-mêmes ont eu des enfants qui ont épousé des femmes non-juives, etc., etc. Et à un moment, le judaïsme, comme ça, il n'y a plus de trace de la religion juive, mais il y a le souvenir qu'on a des origines. Et quand ces personnes veulent revenir au judaïsme, la question qui se pose, c'est faut-il les convertir ou sont-ils déjà juifs? Et donc pour ça, il faut parfois arriver à savoir si l'arrière-arrière-grand-mère, elle n'était pas juive. Et c'est compliqué. Quand vous avez une famille qui vient d'Ukraine, par exemple, ou de Russie, qui a eu la Shoah qui est passée par là, est-ce que vous pensez sérieusement que ces familles ont gardé des documents écrits en hébreu, histoire bien d'être sûr de se faire déporter à ce moment-là? Non, tout a été détruit. Donc on va se mettre en quête de tous les petits éléments qu'on peut trouver. Ça peut être une tombe dans un cimetière, quelque part en Ukraine. Ça peut être, parfois, les archives de Vichy. On a eu des cas où, en fait, malheureusement, c'est en trouvant les statuts déportés, les fiches qui disaient que Madame Untel était née de Madame Untel juive et de Monsieur Untel juif. Ça ne suffit pas en soi, parce que la façon des nazis déclarer juifs, vous aviez 2 grands-parents juifs pour les nazis, ou 3 grands-parents juifs, vous étiez juifs pour les nazis. Hein, donc c'était mais ça donne des indices. Et donc parfois, on est comme ça amené à retracer l'histoire avec des familles, à partir avec eux à la recherche de leurs origines, à regarder dans les archives au Maroc, par exemple. Le rabbinat marocain a gardé les contrats de mariage. Et donc on demande, est-ce que vous pouvez retrouver dans les années 40 le contrat de mariage de Madame Machin en telle année, hop, on le retrouve, et ça y est, on a retrouvé une preuve de judaïté de la grand-mère maternelle, par exemple. Et donc c'est toi qui délivre ce certificat? Alors ce sont, oui, les rabbins, c'est pas moi toute seule, c'est ce qu'on appelle un beit din, un tribunal rabbinique composé de 3 rabbins qui délivreront soit les actes de conversion, soit les certificats de judaïté, simple, on peut le faire nous seuls. Mais dans les cas les plus importants, on se met à 3. C'est collégial. Que les rabbins. Que les rabbins. Et quand tu pars à cette recherche, j'imagine que tu voyages, tu te déplaces. Pas forcément. Ça se fait beaucoup par mail, par enquête, j'ai envie de dire, journalistique. Alors là, pour le coup, ton premier métier te sert. C'est pour ça que moi j'aime bien faire ça, parce que ça me rappelle les enquêtes. C'est tout simplement faire parler la famille et découvrir. Non, mais moi j'ai pas d'ancêtre juif, non, mais moi personne dans ma famille ne sait. Et puis au cours de la discussion, il sortent que l'arrière-cousine machin a épousé un juif. Ah bon, mais alors elle s'est mariée où? Bah à la synagogue. Ah mais comment elle a pu se marier à la synagogue? Donne-moi le numéro de l'arrière-cousine. Et on se retrouve à appeler l'arrière-cousine et à retrouver des papiers de l'arrière-cousine. C'est vraiment en faisant parler les gens et en essayant d'aller taper aux portes auxquelles ils n'ont pas pensé. En tous les cas, un vrai travail d'enquête. J'aimerais que tu nous parles de judaïsme en mouvement pour qu'on essaie de comprendre en fait dans quel courant tu te situes, qu'on le comprenne encore mieux, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça permet et qu'est-ce que ça empêche. Alors, le judaïsme en mouvement n'est pas un courant, c'est un regroupement d'associations, mais ce n'est pas un courant en soi. Aujourd'hui, en France, on va être très schématique, il y a 4 grands ensembles. On va partir du plus orthodoxe au moins orthodoxe. Encore une fois, c'est très schématique. Le plus orthodoxe, c'est ceux pour vous qui ressemblent un peu à Rabbi Jacob. Ce sont des juifs très orthodoxes, portés souvent par la mystique et des choses comme ça, qui vivent dans des communautés qui sont très tournées vers l'aide à la communauté. À côté d'eux, vous avez le consistoire de France, qui a été pendant longtemps hégémonique dans le judaïsme français. Pourquoi? Pas parce que les Juifs le voulaient, parce que Napoléon l'a voulu. C'est quoi l'histoire du consistoire de France? Nous sommes en 1791 et les Juifs vont accéder à être des Français à peu près comme les autres.
en passe. Et Napoléon arrive là-dedans et dit oui, ben moi les Juifs, je ne vous trouve pas assez intégrés. Et donc, si vous voulez être vraiment des sujets de l'Empire comme les autres, il va falloir donner des gages. Et Napoléon n'aime pas du tout l'idée que le judaïsme ne soit pas hiérarchisé. Napoléon, lui, il veut créer quelque chose qui ressemble à l'Église catholique, il veut pas une tête dépasse, donc il dit, moi c'est très simple, il va y avoir un Saint-Médrin, puis un consistoire, avec l'idée que tous les Juifs devaient être représentés par la même organisation, avec des délégués, et puis on y va comme ça. En 1905, cette organisation tombe. Normal, puisque l'État ne reconnaît plus aucun culte. Donc il n'y a plus d'organisation étatique pour représenter les Juifs. Mais les Juifs se sont habitués à être organisés comme ça, et vont garder ce système, sauf qu'ils vont le transformer sous forme d'association cultuelle. Mais dans la mentalité française, il y a toujours cette idée que le consistoire serait l'interlocuteur légitime pour le judaïsme. Alors qu'aujourd'hui, en droit, ça ne repose plus sur rien. Donc effectivement, il y a une antériorité. Les mouvements libéraux, eux, vont s'implanter dans le judaïsme seulement français, seulement à partir du XIXe siècle. Mais aujourd'hui, la plupart des Juifs de France, ils ne sont ni Lubavitch, ni orthodoxes, ni libéraux. Ils sont rien du tout. Ils sont comme la plupart des catholiques de France, ils sont comme la plupart des protestants de France, ils ne fréquentent aucune synagogue. Et ceux-là, ils sont invisibles. Donc, pour résumer, on a les Lubavitch, on a le consistoire. Ces groupes-là, c'est ce qu'on appelle le judaïsme orthodoxe, là où effectivement vous aurez des rôles très différents entre les hommes et les femmes. Et ensuite, vous avez le groupe qu'on pourrait qualifier de progressiste, de moderniste. Vous avez les massortis, moi je suis un rabbin massorti en fait, c'est-à-dire à la fois qui veut lier un attachement à la loi, au sens de la halakha, c'est-à-dire que je ne réforme pas la loi facilement, mais j'estime que c'est faisable, notamment sur des questions de société importantes. Et après, le courant massorti plus libéral encore, vous avez le judaïsme libéral, qui lui s'autorise plus facilement à réformer. Voilà un petit peu le tableau. Judaïsme en mouvement aujourd'hui, c'est un regroupement d'associations essentiellement issues du judaïsme libéral. Moi, je suis un rabbin massorti, je travaille pour une synagogue libérale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient besoin d'un rabbin. Et qu'à un moment, un juif est un juif. Du moment qu'ils acceptent l'idée de m'avoir comme rabbin et que on arrive à se mettre d'accord, même si on n'est pas exactement de la même sensibilité, l'important, c'est que la communauté tienne et qu'on puisse avancer ensemble. Je pense que c'est pareil pour toi. Si tu n'as pas une communauté qui est exactement de ta sensibilité, vous êtes protestant, et à un moment, surtout dans les territoires où il n'y a pas énormément de juifs, c'est important d'être là et de réunir tout le monde et pas dire non mais toi tu n'es pas exactement de ma tendance, alors toi je vais te laisser de côté. On ne va pas mettre 18 synagogues progressistes à Toulouse, alors qu'il doit y avoir 15 000 juifs à tout casser. J'aimerais que tu m'expliques, bon tu m'as expliqué ça un peu en off, mais c'est bien de le partager. Pourquoi, par exemple, quand il y a un plateau télé, on invite systématiquement le grand rabbin de France? À cause de l'histoire. À cause de l'histoire, je vous ai raconté sur Napoléon. C'est-à-dire pendant très longtemps, dans la tête des autorités françaises, y compris à l'Élysée, le représentant naturel des Juifs, c'était le grand rabbin, ou le président, selon le cas, du consistoire de France, qui était historiquement le courant le mieux implanté, qui est toujours, c'est le cas, mais qui n'est pas l'unique. Aujourd'hui, ça tend à changer. Ça n'a pas encore complètement changé, mais ça tend à changer. Vous êtes combien en France? Je suis la 6e, derrière moi, il y en a 2, donc ça fait 7, 8. Et 9, 10 devraient arriver, si Dieu veut, d'ici septembre. 10 rabbins en France. Enfin, oui. Et combien de rabbins en tout? Oula,
je sais pas. Rabbin, le consistoire, j'en ai aucune idée. Chez les libéraux, si on inclut les libéraux, il m'a sorti. Le groupe moderniste, on doit être une grosse trentaine, quarantaine. Mais vraiment à journée, hein, Pour tout le territoire. Il n'y a pas beaucoup de juifs non plus. Combien de juifs en France? Difficile à savoir parce qu'il n'y a pas vraiment de statistiques officielles. On pense que c'est 0,75% de la population. On a dit pendant longtemps 1%. Il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu beaucoup de départs. Ça a commencé, moi je suis à Toulouse, il y a eu beaucoup de départs après les attentats de l'école Oratora. Il y a eu beaucoup de départs par la suite. Les attentats d'Hypercacher, Bataclan, tout ça a fait peur. Donc oui, il y a eu des départs importants vers Israël. La communauté tient encore, mais ça a affaibli. Il y a des petites communautés, notamment en banlieue parisienne, qui ont été sérieusement affaiblies. Disons qu'il y a eu des vagues de départ vers Israël, certes, mais il y a eu aussi un redispatching des Juifs de France, qui se sont reconcentrés sur les grands centres urbains. Je vous donne un exemple. Moi, j'habite en banlieue parisienne, près d'une ville qui a été très connue pendant longtemps pour son vivre ensemble. Il s'appelle Sarcelles. Je ne sais pas si vous avez entendu. Sarcelles, il y avait un quartier, on l'appelait la Petite Jérusalem. Toujours comme ça, puis un autre quartier, il y avait plein de musulmans, il y a plus de 70 nationalités. Ça a été un modèle de vivre ensemble pendant des années. Aujourd'hui, beaucoup de juifs de cette ville, dès qu'ils ont eu un peu de moyens, ont choisi de partir vers d'autres banlieues où je suis actuellement, parce qu'ils ne se sentaient plus en sécurité. Vous avez des juifs qui vivaient dans le 19e arrondissement de Paris, en parfaite harmonie avec une population musulmane. Aujourd'hui, ça ne se passe pas bien. Ces juifs-là, dès que pareil, ils ont eu un peu plus de moyens, ils sont partis se regrouper sur le 17e arrondissement, où ils estimaient que pour leurs enfants, les écoles, ça se passait mieux. Il y a eu ce problème aussi de garder les enfants à l'école publique. Comment ça se passe dans certains quartiers quand votre enfant est le seul juif de la classe? On est habitué, mais quand il est le seul juif de la classe dans un quartier avec 90% de jeunes musulmans, s'il y a une bonne ambiance, un vivre ensemble, comme on a pu en connaître à certaines époques, ça va. Mais si ça ne se passe pas très bien, comme en ce moment, vous imaginez ce qui se passe? Moi, j'ai des gamins aujourd'hui à la synagogue, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui viennent me voir et qui me disent « Tu sais, c'est pas cool d'être juif à l'école. » Je leur dis « Mais tu vas inviter à ta bar mitzvah tes copines, tes copains. » « Non, non, ça va pas, il ne faut pas qu'ils le sachent. Je vais me faire défoncer. » Comme ça. Donc ils le cachent. Ce sont pour certains des enfants avec des noms qui ne sont pas reconnaissables, parce que parfois les papas ne sont pas juifs, parce que... Mais quand même, c'est un petit nom. Donc le regroupement, il a lieu aussi comme ça. Je dirais qu'il y a une alliance extérieure vers Israël, qui a une petite partie, mais il y a ce que j'appelle aussi l'alliance intérieure, du déplacement de population juive pour se regrouper vers des quartiers qui étaient perçus comme plus sûrs, notamment pour les enfants. Les conversions. Tu as une fourchette à nous donner? Est-ce que tu t'en occupes? Oui, je m'en occupe. Alors, il y a un mythe qui est de dire que c'est impossible de se convertir au judaïsme. C'est vrai. C'est un mythe. Y compris dans le judaïsme orthodoxe. Il y a toujours eu des convertis dans le judaïsme. Dans le Talmud, on parle de grands rabbins qui étaient soit des fils de convertis, soit des convertis eux-mêmes. Donc, ça c'est un mythe. Juste, le judaïsme ne cherche pas à recruter. Si bien que celui qui vient, on va, nous dit le Talmud, tu dois le mettre en garde. Sais-tu que tu viens d'ici, mais pourquoi tu viens dans ce peuple qui est bousculé, molesté, et tu viens sûr que tu veux venir sous cette loi qui va te demander de reverser une partie de ton salaire, de ne pas cultiver tout ton champ, mais de laisser les coins pour les pauvres. On doit, lui dire finalement toutes les obligations qu'il va se mettre sur le dos. Es-tu bien sûr de vouloir toutes ces obligations?
s'il les veut, s'il en a conscience, s'il est prêt à les assumer, on l'accepte. Alors, effectivement, selon les courants, le degré d'orthopraxie demandé pour la conversion est plus ou moins différent. Chez les orthodoxes, on va vous demander d'être strictement observant du Shabbat, c'est-à-dire de ne pas prendre votre voiture, de ne pas allumer l'électricité, de ne pas amener à votre main un certificat comme quoi vous n'avez pas travaillé chez votre employeur Shabbat ou un jour de fête. Chez les modernistes, on va vous demander de ne pas travailler Shabbat. On va être plus tolérant s'il y a des petits soucis, des accros, on va vous demander de faire tout pour, de tendre vers, de mettre en place vers. Mais voilà, on va, si vous n'avez pas de synagogue près de chez vous, on va vous laisser prendre la voiture, on ne va pas vous dire de déménager forcément. C'est des petites différences comme ça. Donc, des conversions, on en fait tous. Maintenant, moi, des chiffres, je ne peux pas en donner parce que c'est très variable. Je vous donne par exemple. Moi, j'ai 2 classes, on va dire, qui correspondent à 2 niveaux, en gros, première, deuxième année. Ça ne veut pas dire qu'ils ne mettront pas plus de temps à se convertir, mais en gros, c'est 2 ans de cours chez nous. Après, les cours, le cheminement peut continuer. En deuxième année, j'ai 8 personnes. En première année, j'en ai 1. Tout simplement parce que les gens qui se sont présentés, quand j'ai recruté la première année, j'ai vu que les dossiers et les gens, les motivations, il y avait moins de candidats qui savaient où ils voulaient aller. Donc j'ai dit non à plus de personnes. Et l'année d'avant, j'avais plutôt des gens qui savaient ce qu'ils voulaient, ou en tout cas qui avaient conscience de ce qu'ils demandaient. Donc je les ai entrés dans le processus plus facilement. Maintenant, quand on entre en processus de conversion chez les Juifs, ça ne veut pas dire qu'on va se convertir. Ça veut dire que vous démarrez le processus. Ça ne veut pas dire que vous allez aller au bout. Vous pouvez à tout moment dire non, je fais ce que je veux. Et à peu près, ça dure combien de temps? Très variable. Chez nous, en moyenne, je dirais que judaïsme en mouvement, en moyenne, ça peut être autour de 2 ans. Après, prenez l'exemple d'un enfant de père juif. Son père l'a toujours élevé dans le judaïsme, il a fait les fêtes avec ses grands-parents. Lui-même se sent parfaitement juif. Moi, je suis obligée de le convertir pour des questions, d'ailleurs j'appelle ça régularisation, pour vraiment une question technique. Je suis obligée de passer par ce rythme-là. Mais peut-être que même il a été scolarisé, il a suivi déjà des cours de judaïsme et ça va aller très vite. À l'inverse, prenez quelqu'un qui a toujours été attiré par le judaïsme, mais qui est très loin des réalités et qui vient vraiment se former et qui a tout à découvrir. Il faut non seulement qu'il le connaisse, mais il faut qu'il l'intègre. C'est pas tout d'avoir des connaissances, il faut l'intégrer dans son mode de vie. Changer une alimentation, ça se fait pas du jour au lendemain. Se positionner comme membre de la communauté, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a toute une assimilation qui doit se faire. Et ça, c'est pas seulement une question de connaissance académique. C'est aussi comment je fais que ça fait partie de ma vie. Comment je fais que le jour de Kippour, c'est impossible que je n'ai pas posé le bonjour chez l'employeur. Tellement ça fait partie de ma vie et de mes réflexes. Ça prend du temps. Est-ce que tu refuses les conversions? Beaucoup, oui. Pas par méchanceté. Je ne les refuse pas pour vous dire non, vous ne me méritez pas, c'est pas du tout le discours. Je les refuse quand d'ailleurs je ne les refuse pas, je dis je pense que vous vous trompez sur ce qu'est le judaïsme. C'est-à-dire vous allez avoir beaucoup de gens qui viennent notamment avec comme moteur oui, je suis touchée par l'histoire du peuple juif persécuté, opprimé, la Shoah. Très bien. On n'est pas que des victimes. Être juif, c'est pas être victime. On l'a été. Malheureusement, peut-être on le sera encore. Mais c'est pas une fin en soi d'être une victime. Vous n'avez pas besoin de vous convertir pour ça. Vous n'avez pas besoin de vous convertir pour être l'ami des juifs. Vous n'avez pas besoin de vous convertir pour être proche de Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous convertir pour être quelqu'un de bien. On nous dit qu'un nez noir, c'est-à-dire en fait
toute personne monothéiste, non juive, est tenue à 7 commandements. S'il fait ces 7 commandements, c'est un juif. C'est pas un juste, non pas un juif. Donc, parfois, les gens se font une image du judaïsme. Ou alors, j'ai des gens qui viennent parce que on est moderniste en disant je veux me convertir au judaïsme parce que j'adore les finas. Okay, et donc, tu vas faire Shabbat et manger kasher. Ah non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la pensée juive et les finas. Va faire des études de philo, mais tu n'as pas besoin d'être juif pour ça. Tout le monde peut étudier les finas. J'ai entendu qu'il y a environ 10 femmes rabbins en France et dans les autres pays européens. Aux États-Unis, alors européens, quelques-unes en Allemagne, beaucoup en Angleterre, en Belgique, je suis en train de passer en revue, essentiellement Angleterre. En Europe, un peu Allemagne, essentiellement Angleterre. Aux États-Unis, en revanche, massif. Aux États-Unis, les courants modernistes sont majoritaires. C'est l'inverse de l'Europe. En Angleterre, ils font jeu égal avec les orthodoxes. En gros, les mouvements réformistes naissent en Allemagne au XIXe siècle et s'étendent sur les États-Unis et l'Angleterre. Donc, ça vient vraiment des pays soit allemands, soit anglo-saxons. Pourquoi est-ce si important pour un juif de manger kasher? Nous sommes une orthopraxie, c'est-à-dire que le juif, il est dans le faire. Les commandements, les mitzvot, toute notre Torah est basée sur les commandements. Notre alliance avec Dieu, c'est d'obéir à sa loi. Vous savez, il y a une très mauvaise traduction qui dit que les Juifs sont le peuple élu. Nous ne sommes pas un peuple élu, nous sommes un peuple missionné, choisi. Il y a un petit midrash, c'est une histoire talmudique, qui vient un peu raconter des creux qui ne sont pas dans la Torah, qui dit mais comment Dieu a donné la Torah aux Hébreux? Alors il y a ce que vous lisez dans l'Exode, et puis il y a le sous-texte. Ils disent non, mais le sous-texte c'est pas ça, c'est qu'avant il est allé la proposer à plein d'autres peuples qui n'en ont pas voulu. Qui ont dit non, voilà, mais tu racontes, non, j'en veux pas, non, regarde ton truc, c'est trop compliqué. Et comme ça, cette petite histoire talmudique nous raconte tous les autres peuples que Dieu est allé voir et dit non, on n'en veut pas de ton truc, tu le gardes. Et Dieu est ensuite allé voir les Hébreux, mais leur a retourné le Sinaï au-dessus de la tête. Donc ils avaient le Sinaï comme ça qui menaçait de leur tomber sur la tête. Ils ont dit oui, nous ferons et nous comprendrons. Et là, ils l'ont accepté. Donc vous voyez déjà que ça donne une autre perception de cette notion de peuple choisi. Donc nous sommes le peuple qui a choisi d'appliquer la loi. Cette loi est faite de commandements. Le manger kasher, c'est le fait de dire Dieu met devant moi tous les animaux de la terre, mais je n'ai pas le droit de les utiliser tous. Tout ce que Dieu met devant moi n'est pas forcément destiné à être pris par moi. Je dois me maîtriser. Il y a des choses qui me sont permises, il y a des choses qui me sont interdites. Il y a des choses où je comprends pourquoi elles me sont interdites. Il y a des choses où je ne comprends pas et je ne fais pas presque soumission à Dieu. Et finalement, à côté de ça, d'un point de vue plus historique, on peut dire que le fait d'avoir une alimentation différente, séparée, a maintenu aussi la communauté entre elles. Et a permis à certaines époques, notamment, d'éviter que la communauté se dissolve. Quelles sont les relations entre les modernistes et les orthodoxes? Les relations entre les modernistes, ça dépend des personnes. Elles peuvent être terribles et elles peuvent être tout à fait amicales. Institutionnellement, officiellement, il n'y en a pas. Chacun vit sa vie de son côté. Officieusement, on est des humains,
Parfois on s'entend et on travaille en bonne harmonie, et parfois il n'y a pas de contact. Là où on va tous se retrouver en revanche, c'est sur les questions de mémoire et d'antisémitisme. Là, vous aurez les libéraux, les modernistes et les orthodoxes côte à côte en un seul bloc. Aujourd'hui, quand il y a des attentats, la bombe, elle ne fait pas la différence entre une synagogue moderniste et une synagogue orthodoxe. Donc, c'est la même. Donc, là-dessus, on est tous ensemble. Après, institutionnellement, il n'y a pas forcément de contact. C'est officieux. Chacun, dans sa ville, c'est officieux. Puisque vous mettez en avant que la religion est essentiellement basée sur l'observance de la loi, pourquoi y a-t-il des sensibilités? Vous nous dites également que dans la religion juive, rien n'interdit aux femmes de devenir rabbins. Rien n'est écrit dans la loi à ce sujet. S'il y a peu de femmes rabbins, est-ce une question de religion ou est-ce une question d'éducation? Je vais déjà répondre à celle-là. Le problème de la loi juive, c'est qu'il n'y en a pas plus. La loi juive, elle marche sur deux pieds. Loi écrite, loi orale. Ce que vous appelez l'Ancien Testament, et que moi j'appelle la Torah, n'est qu'une partie de la loi. Aucun juif sérieux, ni orthodoxe ni réformé, n'ira appliquer la Torah littéralement. Mais est-ce que vous pensez sérieusement qu'on a vraiment lapidé des femmes adultères? Comme dans le Lévitique, sérieusement? Non. Le Talmud, qui vient en gros faire la loi orale, nous explique comment il faut comprendre la loi écrite. Et dans le Talmud, les rabbins ne sont pas d'accord. Le Talmud, c'est pas une vérité, c'est des rabbins qui vont, s'engueuler à longueur de page. Ce qu'on appelle la marloquette, le débat contre la controverse, le débat. Et toi, tu penses que ça, et moi, je pense que ça, et on n'est pas d'accord. Et selon les siècles, les rabbins vont arbitrer ces marloquettes. Ils vont dire, bon ben, celui-là il pense ça et celui-là il pense ça, ben on va suivre la vie de celui-là. La question, c'est est-ce que vous pensez que cet arbitrage est fait une fois pour toutes? Ou est-ce que vous pensez que c'est un arbitrage qui est pour un temps, mais qu'une autre époque, pour les besoins de l'époque, peut choisir un autre arbitrage? Je vous donne un exemple. Dans la Torah, donc l'Ancien Testament pour vous, vous avez la possibilité de polygamie. La polygamie n'est pas interdite par la Torah stricto sensu. Elle n'est même pas interdite par le Talmud. Au XIe siècle, en Europe, vous avez un rabbin qui va arriver et qui va dire stop. Pour tout le monde ashkénaze, pour tout le monde européen, il va dire stop. Les juifs arrêtent d'être polygames. Dans les pays musulmans, ça va être au XXe siècle. Au début du XXe siècle, les rabbins vont dire stop, la polygamie aussi. Pourtant, la Torah l'autorise. Et aujourd'hui, quel que soit le rabbin orthodoxe ou pas, s'il s'avisait d'autoriser une union polygame, mais ce serait très grave, ce serait considéré comme une faute religieuse. Donc, encore une fois, ce sont les arbitrages qui évoluent. Et la loi ne doit surtout pas être lue littéralement, parce que sinon, si vous survivez à la lecture du Lévitique littéral, moi pas. Même la loi, de la manière dont elle est écrite, même dans la Torah, est-ce que ça désigne une femme en tant que porteur d'un utérus, ou est-ce que ça désigne tout simplement un statut social? C'est pas la même chose. Parce que le statut social, il a changé. Merci de t'être donné toute cette peine, malade, souffrante. J'ai exercé mon deuxième métier, je suis ravie. Votre pasteur m'a soigné. Un petit cadeau de la part de la paroisse. Merci à tous.
Merci à tout le monde pour sa présence. Et notre prochain rendez-vous aura lieu le premier week-end de juillet. Tu vas faire du tourisme, au cas où. Bien belle région. Oui. Le Cancos. Et donc notre prochain rendez-vous aura lieu début juillet, où nous parlerons du rôle et de la place des minorités sexuelles dans les églises. Et je vous en dirai plus sur nos invités. Merci en tous les cas, et à très bientôt.